Donc bonjour à toutes et à tous. Je vois beaucoup d'adhérents, évidemment, de représentants des UNAT en région. Ravi de vous retrouver ce matin pour cette présentation d'études. Il y a maintenant, ça fait quelques mois, je ne saurais plus dire exactement quand, mais l'UNAT de Bretagne, et Maolis particulièrement, m'a appelé en me disant on discute avec le CRT d'une étude dans laquelle on pourrait intégrer des questions sur le TSS et plus largement sur les aspirations vacances des Français. Et on a vu en discutant qu'il y avait une opportunité évidemment d'en faire quelque chose de plus national avec un portage un petit peu plus large avec le soutien de l'UNAT national et d'ADN Tourisme ainsi que d'un certain nombre de CRT et d'UNAT régional. Et donc c'est la démarche qui a été initiée et je veux remercier le CRT Bretagne et Solène fera la présentation de l'étude mais qui a porté ce travail-là. Mais aussi toutes les UNAT en région qui ont soutenu et cofinancé l'étude, ainsi que évidemment les CRT. L'ambition de l'étude, c'est à un moment donné de se poser en se disant quelles étaient les pratiques de vacances avant crise, quels étaient les changements qui avaient pu déjà commencer à émerger, quels sont ces changements en termes de pratiques de vacances qui ont bougé pendant les années de crise et finalement, dans les aspirations futures, qu'est-ce qui va rester? Est-ce qu'il y a des changements qu'on a vus ces dernières années qui en fait sont uniquement là parce que les Français n'ont pas pu aller massivement à l'étranger? Le tourisme des Français en France a permis quand même à notre réseau de tenir le coup et même par moment de réaliser un certain nombre de performances très intéressantes. Donc, c'est de regarder un petit peu précisément tout cela en se disant qu'on se laisse aussi peut-être une année de plus pour creuser un certain nombre de questions qui peuvent être intéressantes, mais vraiment d'avoir ce panorama un petit peu complet des aspirations vacances des Français en regardant et en ne niant pas, évidemment, même c'est un des premiers points de l'étude, même si l'étude ne porte pas sur ça, mais elle nous le montre en creux, qu'on a un certain nombre de Français qui ne partent pas en vacances et qui ne se projettent pas dans un départ en vacances, certainement pour des raisons financières notamment. Et ça, il ne faut quand même pas l'oublier. On avait mené l'étude avec la Fondation Jean Jaurès sur le sujet et on doit l'avoir en tête. Ce travail qui date plusieurs mois, qui a été d'ampleur, puisque on reviendra sur la méthodologie, mais plusieurs milliers de Français ont été interrogés. On s'est aussi dit que dedans, il pouvait être intéressant de tester deux choses, c'est-à-dire le rapport au tourisme durable, responsable, pour voir un petit peu quelle est la perception, et puis de tester le terme tourisme social et solidaire. Alors, nos adhérents, très souvent, ne communiquent pas sur ce terme tourisme social et solidaire. Mais on voulait voir qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça évoquait ou qu'est-ce que ça n'évoquait pas dans l'imaginaire des vacances des Français. Donc, il va y avoir un certain nombre d'enseignements qu'il va falloir regarder de près, en tirer peut-être un certain nombre d'enseignements, de conséquences, vraiment regarder ce point assez finement, ensemble, tranquillement. Et je pense qu'on a du coup un panorama complet, puisque aussi, on s'est dit que puisqu'on tenait, entre guillemets, un certain nombre de Français, pourquoi pas leur poser un certain nombre de questions sur le départ en séjour collectif pour les enfants. On a Lovellège qui fait un très bon travail, on a des chiffres réguliers qui sont remontés, mais tiens, on avait un panel, hop, on va poser un certain nombre de questions qui confirment des choses qu'on sait déjà, même si on sait, quand on interroge des Français sur le départ de leurs enfants dans un cadre collectif, il y a un petit mélange entre classe de découverte, colo, je crois que c'est Patrick Drouet qui me disait régulièrement que quand on interroge les gens sur le départ en vacances en colo de leurs enfants, ils nous disent oui, oui, et c'était super le séjour avec leurs profs. Donc il y a forcément un petit mélange qui peut se faire, mais ça donne une indication aussi sur cette volonté ou non de départ en séjour collectif pour les enfants. Donc vraiment, on a essayé d'avoir quelque chose de plus large possible qui vous soit finalement utile. On communiquera plus précisément dans le courant de la semaine prochaine parce qu'il y a une présentation socio-pro partenaire
le 1er février. Après, on pourra communiquer vraiment l'étude poussée à tous ceux qui le souhaitent et largement. Elle doit vous être utile dans les UNAT régionales, évidemment, mais également pour les adhérents. C'est la force d'un réseau, à un moment donné, de mutualiser des moyens pour payer une étude qui pourrait être difficilement payée par individuellement chacun. Et puis, politiquement, dans notre positionnement, en tirer un certain nombre de conséquences, d'enseignements et la façon dont on se projette en tant que secteur du tourisme, de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, j'ai déjà été très bavard pour cette petite introduction. Je vais laisser la parole à Solène du CRT Bretagne, que je remercie encore pour tout le travail de suivi et même plus que de suivi, hein, de pilotage très précis de l'étude. Et puis, je vous souhaite une très bonne matinée. Merci à vous. Merci Simon, merci Pierre, bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran, si ça veut bien marcher. Voilà, je me mets en plein écran. Voilà. Alors, normalement, ça doit être bon. Donc, je suis Solène Harel, je suis chargée d'études au pôle Observatoire et Développement de Tourisme Bretagne et j'ai eu la chance de mener en partenariat cette belle enquête que je vais vous présenter ce matin. Il y a encore plus de choses que ce que je vais pouvoir vous présenter en à peu près 45 minutes, mais on a essayé d'en tirer des éléments importants et puis on va pouvoir continuer sur l'année 2022 à pousser les analyses de cette étude qui, vous allez voir, est très très riche. Voilà, alors ce qu'on va voir ce matin, c'est un petit rappel de la méthodologie et la cible de notre enquête. C'est aussi les vacances, les week-ends, les courts séjours que les Français ont d'ores et déjà réalisés, enfin, avant la crise, qu'ils réalisent en fait hein, sur une année normale. Les week-ends, vacances qu'ils souhaitent réaliser dans les prochaines années, les nouvelles tendances. On fera aussi un zoom sur le tourisme social et solidaire et on terminera par leurs vacances idéales et une petite conclusion. Voilà, donc rapidement, quelques éléments de contexte, mais Simon en a déjà parlé un petit peu dans son introduction. Donc la crise sanitaire que nous traversons actuellement a bouleversé de nombreux champs de la consommation et notamment le tourisme. On a entendu parler, on a constaté un certain nombre de nouvelles tendances et donc nous, l'objectif, c'était de recenser ces nouvelles tendances, de les mesurer et de voir dans quelle mesure est-ce que ces tendances vont perdurer à l'avenir ou bien est-ce qu'elles vont s'éteindre avec le virus. Donc, pour répondre à l'ensemble de ces questions, on a mis en place un partenariat d'envergure puisqu'on est 24 partenaires à avoir contribué financièrement et techniquement à cette étude. Il y a ADN Tourisme et aussi 12 comités régionaux du tourisme qui ont contribué, dont le CRT Bretagne qui a été pilote de cette enquête. Aussi l'UNAT nationale et 11 unités régionales UNAT et 10 unités Union régionale UNAT, pardon. Donc, cette étude, elle a eu lieu, oui, en 3 phases. La première phase qui est une phase qualitative qui avait pour objectif de faire remonter, d'explorer toutes les nouvelles tendances qu'on a pu entendre parler, qu'on a pu observer. Donc, faire émerger aussi les nouvelles envies des Français. En allant au-delà des adaptations qu'on a dû faire hein, vis-à-vis du contexte actuel, vis-à-vis des restrictions qu'on a vécues, et puis apporter quelques éclairages sur la perception des concepts de tourisme responsable et de tourisme social et solidaire. La phase 2, qui était la phase quantitative de l'étude, avec pour objectif de quantifier, de donner un ordre d'idée de volume de ces tendances et de confirmer ou d'infirmer les tendances qu'on a pu observer dans la phase 1 de cette étude.
Et la phase 3, qui n'a pas encore eu lieu, qui sera réalisée en fin d'année, pour savoir si ce qu'on a observé dans les phases 1 et 2, est-ce que ça se confirme, est-ce que ça continue à s'inscrire dans le temps euh, sur les prochains mois. Donc la phase 1, la phase qualitative, elle a été réalisée par le cabinet Opinionway au cours du mois de juin de l'année dernière. On a mis en place une communauté en ligne avec une petite cinquantaine de participants où on a essayé de diversifier au maximum les profils, en ayant aussi quelques profils de pratiquants du tourisme responsable et du tourisme social et solidaire. On a mis aussi en place des entretiens individuels auprès de prescripteurs potentiels du tourisme social et solidaire. Et on a aussi réalisé 4 focus group réunissant quelques participants qui avaient déjà participé à la communauté en ligne. Ensuite, la phase 2, la phase quantitative, c'est une phase qu'on a réalisée, c'est une enquête qu'on a menée auprès de l'Access Panel du cabinet Respondi, auprès de plus de 5000 Français représentatifs de la population française. On les a interrogés fin septembre, début octobre de l'année 2021. Et les traitements et analyses ont été réalisés par Tourisme Bretagne. Alors, qui observons-nous? Quelle est la cible de notre enquête? Déjà, la première chose, c'est qu'on leur a demandé s'ils étaient partis au moins une fois en vacances, en court séjour ou en week-end au cours des 3 dernières années. Et donc là, on a 83% des Français qui nous ont dit être partis au moins une fois. Pour ceux qui nous ont dit ne pas être partis, on leur a demandé s'ils envisageaient de partir en vacances, court séjour, week-end dans les 2 prochaines années. Donc là, on est vraiment sur nos prospects, nos Français prospects qui sont susceptibles de partir. Et ce qui représente 90% des Français qui sont partis au moins une fois au cours des 5 dernières années ou qui vont partir dans les 2 prochaines années. Voilà. Donc là, c'est vraiment notre cible qui est 80% des Français. Et donc forcément, 10% des Français qui ne sont pas dans la cible, qui ne sont pas partis au moins une fois. Donc déjà, on leur a demandé quelles sont les vacances dans une année normale ou les week-ends que vous réalisez habituellement. Ce qu'on a pu observer déjà sur la partie qualitative de cette enquête, c'est une représentation bien distincte des séjours que les Français pouvaient réaliser à l'étranger ou bien en France, avec des vacances à l'étranger qui sont des vacances qui sortent de l'ordinaire. On a déjà la notion d'éloignement. On est plus loin de notre lieu de résidence. On a des différences culturelles. On a la nécessité de s'adapter à une organisation de vacances, à une barrière de la langue, à des cultures différentes. C'est aussi l'impression de vacances uniques qu'on va pouvoir réaliser qu'une fois dans sa vie. Le fait simple de dire je suis parti à tel endroit, je suis parti dans tel pays, ça a un univers évocateur, d'évocation puissant. C'est aussi pour certains l'assurance d'avoir du beau temps. Et c'est pour certains aussi des vacances qui sont peut-être même moins chères que des vacances qu'on aurait pu réaliser en France. Voilà, donc pour résumer, des vacances qui sont mémorables, qui sont uniques. À l'inverse, on a les vacances en France, des vacances qu'on va réaliser chez soi, davantage chez soi, avec la notion de proximité qui est plus importante, avec des similarités culturelles plus importantes, une utilité aussi d'organisation, d'organisation de vacances que de communication au cours de leur séjour. Aussi, par contre, l'impression de vacances que l'on pourra refaire. Et pour certains aussi, des vacances qu'ils vont trouver plus coûteuses que pour des mêmes prestations qu'ils peuvent réaliser à l'étranger. Voilà, donc des vacances qui sont plus récréatives, plus faciles. Et donc, on va voir au cours de cette étude, comment faire des vacances en France aussi mémorables qu'à l'étranger. Ce qu'on a observé aussi, c'est qu'on a 5 grandes facettes de vacanciers avec un vacancier qui peut être multifacette. Il peut, selon les séjours, selon les envies, passer d'un profil à un autre. Et le premier profil observé, c'est le profil des farnientes qui représente 37% des vacanciers. Donc là, c'est des vacances où on recherche le repos, la tranquillité,
voilà, pas faire grand-chose, se reposer. Ensuite, les explorateurs, où là, eux, ils vont essayer de découvrir, que ce soit de la découverte urbaine, de la découverte de paysages, de nouveaux coins. Ensuite, on a les casaniers. Eux, ils vont avoir tendance à séjourner toujours au même endroit, pas forcément très loin de chez eux. C'est la recherche de réassurance. Aussi, on va avoir les hyperactifs. Donc, eux, ils veulent mettre à profit le temps qu'ils ont pour leurs vacances pour réaliser un maximum de choses. Et enfin, on va avoir les sportifs qui veulent réaliser au moins une activité sportive au cours de leur séjour. Donc, ces vacanciers, on leur a demandé aussi avec quoi riment leurs vacances. En premier, ce qu'ils nous disent, c'est que leurs vacances riment avec détente et relaxation pour plus de 50% d'entre eux. Ça rime aussi avec dépaysement et déconnexion. Ensuite, découverte et enrichissement, divertissement et loisirs. On a aussi la convivialité et le partage, le confort et le bien-être, le retour à la nature et aussi le sport et la recherche de sensations. Alors, vous allez voir au cours de la présentation, il y a ces petits pictos qui s'affichent, que vous allez retrouver sur beaucoup de slides. Donc, en fait, ces pictos sont là pour vous dire que sur ces profils-là, les comportements sont surreprésentés. Donc, je m'explique sur la recherche enfin, la thématique de la détente et de la relaxation. On va observer que les 35-50 ans et les catégories socio-professionnelles moins vont davantage rechercher la détente et la relaxation. Pour le dépaysement et la déconnexion, là, on va retrouver un peu plus de 50-64 ans. Pour la découverte et l'enrichissement, on va retrouver plus des 65 ans ou plus, des inactifs et des personnes qui sont sans enfants. Voilà, etc. Donc, c'est pour que vous ayez les clés de lecture sur les prochaines slides. Les séjours qu'elle réalise dans une année normale, c'est environ 6 séjours, que ce soit long séjour, court séjour ou week-end. C'est 4 séjours qu'ils vont réaliser en hébergement non marchand, c'est-à-dire dans la famille, chez les amis ou en résidence secondaire. Et c'est 2 séjours qu'ils vont réaliser en hébergement marchand. Les séjours qu'ils vont réaliser, c'est à peu près 3/4, un peu plus de 3/4 qu'ils vont réaliser en France et un peu moins d'1/4 qu'ils vont réaliser à l'étranger. Ils vont privilégier pour 52% le bord de mer, pour 24% la campagne, pour 23% la ville et pour 21% la montagne. Ce sont des séjours qui durent entre 7 et 8 jours en moyenne et qui vont être réalisés en premier au mois d'août pour 24% d'entre eux, ensuite le mois de septembre, le mois de juillet, le mois de juin, de mai. Donc voilà, une période de mai à septembre qui est particulièrement privilégiée pour les séjours. En hébergement marchand, là on est bien sur les hébergements marchands. Les groupes, ils vont partir pour 51% d'entre Je crois qu'on a un problème de son, Solène. et De en connexion. couple, 41% en famille, ensuite entre amis et seuls, avec des membres de leurs membres extérieurs à leur foyer. Donc sur les 41%, il y en a 31% qui vont partir avec des membres de leur foyer et 9% avec des membres extérieurs à leur foyer, donc qui peuvent être les frères et sœurs, leurs enfants qui ne vivraient pas dans leur foyer, leurs parents, leurs cousins, cousines, etc. Les modes de transport privilégiés, donc c'est à 75% la voiture. Ensuite, on va retrouver l'avion, le train, le car, le bus, etc. Sur les hébergements, ici, on va retrouver l'hôtel qui est privilégié. Ensuite, la location de gîtes ou de meublés. Le camping, les chambres d'hôtes, villages vacances, résidences de tourisme, etc. Donc, avec tous ces éléments, on a pu réaliser 8 familles de séjour qui peuvent être réalisés en hébergement marchand. Avec en premier les séjours qu'on va réaliser en famille à la mer. Ensuite, on va retrouver des séjours à la découverte du patrimoine urbain, des séjours actifs à la montagne, des séjours pause printanière à la campagne, festifs entre amis ou les sportifs en solo.
Alors, je ne vais pas détailler tous ces séjours-là. De toute façon, vous pourrez retrouver la présentation à la fin et vous pourrez rentrer dans le détail de tous ces séjours. Je vous donne juste les premières clés de lecture pour le premier séjour qui représente 28% des séjours, qui est en famille à la mer. Donc là, forcément, hein, l'environnement de la mer qui est privilégié, plutôt sur les périodes estivales, hein, de mai à août. Des séjours qu'on va plutôt réaliser en famille avec enfants, plutôt en France, où le camping va être surreprésenté dans les modes d'hébergement privilégiés et la recherche de repos, détente, relaxation privilégiée sur ce type de séjour. Voilà, donc vous retrouverez le même détail sur les 5 autres profils de séjour qu'on a pu observer. Alors les Français, on leur a demandé aussi quelles étaient les contraintes qu'ils avaient pour organiser leurs vacances. Ici, on voit que c'est la contrainte financière qui est la plus importante hein, pour 47% des Français. C'est aussi le manque de temps, des contraintes familiales, des contraintes de mobilité ou encore médicales, des difficultés à trouver l'information recherchée, etc. Malgré cela, il y a quand même 33% des Français qui estiment n'avoir aucune contrainte pour organiser leurs vacances. Donc là, on était sur les séjours qu'ils réalisent dans une année normale, on va dire. Et maintenant, on va passer aux séjours qu'ils souhaitent réaliser dans les prochaines années. Alors, on leur a demandé, en question ouverte, dites-nous quels sont pour vous les éléments essentiels à la réussite de vos prochaines vacances. Donc ici, on va retrouver la météo, le beau temps, le soleil. On va retrouver aussi la découverte, les découvertes, la détente, le paysement, le confort, le calme, la tranquillité, le repos, des vacances qui soient dans leur budget. La famille, des vacances réalisées en famille, dans un bel endroit, au contact de la nature, avec la possibilité de réaliser des activités, des vacances qui ont lieu à la mer, on va rechercher la convivialité, un logement qui nous convient, partira aussi avec ses amis, la recherche de bien-être, de déconnexion, d'organisation, donc facilité d'organisation de ses vacances, et puis la recherche de plaisir. Donc là, c'est les premiers mots qui sont ressortis de cette question-là. À l'inverse, on leur a demandé quels sont pour vous les éléments rédhibitoires sur vos prochaines vacances. Et bien, on a le pendant de ce qu'on a pu voir tout à l'heure avec une mauvaise météo, du mauvais temps. Ensuite, des vacances qui seraient trop coûteuses pour eux. Le bruit, ils ne veulent pas avoir de bruit au cours de leur séjour. La pluie, donc là, on retrouve la météo. Pas trop de monde. L'argent, donc on est toujours sur des vacances dans leur budget. Le froid, donc on revient à la météo. Un manque de confort. Des vacances à la ville, ils ne souhaitent pas de vacances à la ville. Un lieu qui ne leur plairait pas. Un logement qui ne leur plairait pas. Ils ne veulent pas avoir de stress. Ils ne veulent pas être trop éloignés de leur résidence principale. Une maladie qui pourrait les empêcher de partir. Ils ne veulent pas trouver de l'insécurité. Ils ne veulent pas trouver de ils ne veulent pas s'ennuyer. Voilà, pour ce qui était des éléments rédhibitoires. Ensuite, de la même manière qu'on leur avait demandé les thématiques de leur séjour qu'ils ont réalisé, on leur a reposé avec la même liste de thématiques, celles qu'ils souhaitent privilégier sur les séjours à l'avenir. Et donc, on a comparé les résultats de ces deux questions avec, donc en jaune, les séjours à venir et en bleu, les séjours qu'ils ont déjà réalisés. Et donc, on voit que on a le même trio de tête, c'est-à-dire détente et relaxation, dépaysement et déconnexion, découverte et enrichissement. Donc ça, ce sont les fondamentaux que l'on avait précédemment dans nos séjours et que l'on souhaite retrouver dans nos prochains séjours. On a ces fondamentaux-là. On a aussi des thématiques qui ressortent plus sur des séjours à l'avenir, comme le confort et le bien-être et le retour à la nature, qui sont davantage privilégiés sur les séjours à venir. Et donc, qu'est-ce qu'on entend parmi ces principales thématiques qu'ils ont pu nous lister? Qu'est-ce qu'ils entendent derrière ces grandes thématiques? Donc, les principaux items qui sont remontés, c'est la découverte de paysages de l'environnement, de nouveaux endroits, découverte patrimoniale,
C'est prendre son temps, se reposer, se ressourcer, sortir de son quotidien, être au calme, séjourner dans un environnement reposant, se laisser vivre sans contrainte horaire, découvrir la gastronomie, éviter les stress, couper du quotidien, etc., etc. On leur a demandé aussi pour ces vacances, on a testé des concepts opposés et on leur a demandé de se situer plus ou moins vers l'un ou l'autre de ces concepts pour leurs prochaines vacances. Comme par exemple le fait de pratiquer de multiples activités et le fait de ne rien faire. Donc on voit qu'il y en a 65 qui se situent davantage sur pratiquer de multiples activités plutôt que de ne rien faire. Profiter du calme, 58 qui se situent un peu plus vers profiter du calme que, rechercher des endroits animés. Moi, ce que je retiens de cette question-là, c'est quand même qu'on a des aspirations qui sont peu tranchées. On a peu de personnes, enfin, c'est pas la masse des personnes qui vont nous dire: «Voilà, moi je veux ça, ça, ça pendant mes vacances». C'est quand même assez hétérogène et aussi ce que je ressors, c'est qu'il y a aussi un paradoxe entre, la recherche d'activité et la recherche de calme parmi, les premiers concepts, évoqués. Donc c'est en quelque sorte, je veux de l'activité mais et je veux du calme, mais quand je le souhaite. Voilà, je souhaite choisir à quel moment je veux l'un ou l'autre. Ce travail-là, on l'a fait avec les profils des vacanciers. Donc on a essayé de nos vacanciers, selon, vers quel, concept est-ce qu'ils penchaient le plus. Et donc si on commence, par exemple, par les farnientes, eh bien les farnientes, eux, ils vont vraiment rechercher, à profiter du calme, à être acteurs de leurs vacances, à, prendre leur temps pour, découvrir et aussi, ils vont davantage rechercher des séjours en France, privilégier la sécurité, rester avec les siens. Même chose avec les explorateurs. Donc ici, par exemple, les explorateurs, ils vont rechercher davantage des endroits animés, avoir un séjour organisé, aller à la rencontre des autres, partir à l'aventure, réaliser des séjours à l'étranger, voir un maximum de choses dans un temps imparti et se décider à la dernière minute. Voilà. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les profils, mais vous pourrez les regarder selon le profil qui vous intéresse le plus. Et on voit que les comportements sont vraiment très marqués selon les profils. Voilà pour ce qui était des séjours qu'ils, souhaitent, réaliser à l'avenir. On a maintenant fait un travail, sur les nouvelles tendances en matière de tourisme entendre parler, dans la presse, mais aussi des éléments qui sont ressortis, du volet qualitatif de l'étude. Et donc on a listé un certain nombre de nouvelles tendances et on leur a demandé si, bah, ces tendances-là, est-ce qu'ils les ont d'ores et déjà adoptées? Donc ici, on peut voir que les tendances qu'ils ont d'ores et déjà adoptées, on retrouve en premier lieu le fait de prendre son temps, de donner du sens à leurs vacances, d'opter pour un moyen de transport individuel, privilégier les activités de plein air, opter pour un hébergement privatif, donc type location, résidence secondaire, etc. On leur a demandé aussi avec, ces mêmes, tendances, alors vous ne les avez pas adoptées, mais est-ce que vous pourriez les adopter? Et là, on voit que les choses changent, beaucoup, le classement, change beaucoup avec, le fait d'éviter de prendre l'avion hem, qui gagne beaucoup dans le classement, le fait de réserver à la dernière minute, le fait d'opter pour un hébergement mobile, de type, van, fourgon, camping-car, le fait de pouvoir télétravailler aussi sur son lieu de travail. Ça, ce sont des tendances adopter. Ces mêmes items, on leur a demandé aussi aux Français de se positionner. Solène, on vous a perdu en termes d'audio et de son. Solène? Solène, on vous entend plus, Solène. Alors je sais pas pourquoi, excusez-moi, le son a été coupé.
Et puis ensuite, on va retrouver d'autres items qui vont ressortir de manière assez importante. Être en recherche de nature, de grands espaces, de favoriser des lieux avec une hygiène garantie, être vigilant aux conditions d'annulation. Voilà. Ça, ce sont des choses qui vont probablement perdurer une fois la crise terminée. Donc, pour aider à la lecture de ces deux questions, j'ai réalisé une matrice. Voilà. Donc, avec la première question qui sont des tendances qui sont probablement à court terme. Donc, ça, c'est l'axe des abscisses, que vous pouvez voir l'axe horizontal, et des tendances qui vont sûrement perdurer à plus long terme, une fois la crise terminée. Et donc là, on est sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical. Donc ici, on va retrouver les tendances qui sont fortes aujourd'hui et qui vont le rester à l'avenir. Donc ici, on va retrouver prendre son temps, donner du sens à ses vacances, privilégier les activités de plein air, opter pour un moyen de transport individuel, un hébergement privatif, être vigilant aux conditions d'annulation, favoriser des lieux à l'hygiène garantie, être en recherche de nature de grands espaces et privilégier les destinations moins fréquentées. D'autres tendances qui existent, peut-être dans une proportion un petit peu moins importante, et qui semblent qu'ils vont moins évoluer à l'avenir. Donc ici, ça va être le fait de rechercher une destination locale de proximité, réserver son activité en ligne avec choix de créneaux d'horaire, partir moins souvent mais plus longtemps ou partir plus loin mais moins souvent, utiliser des modes de transport moins polluants. Ensuite, des tendances qui sont probablement des tendances en réponse directe à la crise qui existent et qui vont évoluer, mais probablement plus à court terme. Donc ici, on va retrouver éviter de prendre l'avion, réserver à la dernière minute, ou on pourrait même dire à l'ultra dernière minute, opter pour un hébergement mobile, pouvoir télétravailler sur son lieu de vacances. Et ensuite, des tendances qui, elles, semblent, qui resteront sur plus longtemps, sur le long terme. Ici, on va retrouver vivre une expérience particulière, voire unique, voyager de manière plus responsable et vivre comme un local. Voilà pour ces nouvelles tendances. Alors, on va poursuivre avec le focus qu'on a réalisé sur les nouvelles tendances et plus particulièrement le tourisme responsable. Donc déjà, en question ouverte, on a testé ce concept pour leur demander qu'est-ce que cela vous évoque? Qu'est-ce que le tourisme responsable vous évoque? Donc là, je vous ai mis un certain nombre de verbatims qu'on a pu rassembler. Et donc, pour résumer l'ensemble de ces verbatims, c'est que ce sont les impacts environnementaux qui ressortent en premier. On a ensuite le respect des populations, la préservation des territoires, les modes de transport, le fait de consommer local et de partir local, le tri des déchets et le partage. Donc, voilà ce que le tourisme responsable leur évoque. Et maintenant, on a listé un certain nombre de concepts qui, pour nous, représentaient bien le tourisme responsable et on leur a demandé si ces propositions correspondent à l'image qu'ils se font du tourisme responsable. Et ici, ce qui ressort pour 2/3 d'entre eux, c'est respecter l'environnement naturel, c'est privilégier les produits locaux et les circuits courts, pratiquer des activités respectueuses de l'environnement, limiter, trier au maximum ses déchets, favoriser les hébergements plus respectueux de l'environnement, etc. Donc, ce qu'on constate déjà dans un premier temps, c'est que l'image entre la question ouverte, la question spontanée et la question assistée, où on listait un certain nombre d'items, déjà l'image qu'ils en ont est très proche. On voit aussi que l'image, elle est positive et que le volet environnemental est quelque chose qui prédomine sur l'image qu'ils se font de ce concept. On leur a demandé sur le tourisme responsable, quelles sont les initiatives que vous adoptez régulièrement au cours de vos vacances. Donc là, on est sur des volumes assez importants puisqu'on a 95% des Français qui nous disent avoir un comportement respectueux des sites fréquentés. 92% qui nous disent ramasser leurs déchets lors de leur sortie,
pratiquer le tri sélectif, consommer des produits locaux responsables, réduire leurs déchets, etc. Et ce qu'on observe, c'est que les items qui sont plutôt en bas de classement, qui sont un petit peu moins cités, eh bien, ce sont des items qui sont davantage cités par les plus jeunes. Donc, ce qui nous fait penser que ces initiatives vont probablement être renforcées à l'avenir. Donc, un concept qui va prendre encore plus de place à l'avenir. On leur a demandé aussi, pour réaliser des vacances plus responsables, quels sont les arguments qui vous inciteraient à le faire. Et ici, le premier argument qui ressort, c'est le fait d'être assuré de ne pas payer plus cher pour ça. C'est aussi être certain que ce soit bénéfique pour les territoires. C'est mettre en avant les plaisirs simples, ne pas perdre en confort, le faire sans s'en rendre compte, etc. Donc là, ce qu'on ressent, c'est que c'est un besoin de réassurance et de mettre en avant aussi le plaisir et le confort qu'on peut retrouver sur ce type de vacances. Voilà pour ce qui était sur le concept de tourisme responsable. On a fait exactement le même exercice avec le tourisme social et solidaire. Tout d'abord, sur le volet qualitatif de l'étude, on leur a demandé ce que le tourisme social et solidaire leur évoquait. Et ce qu'on en conclut, c'est que c'est une formulation qui est peu connue, des difficultés à se représenter ce qu'est le TSS, et aussi des vacanciers qui associent peu d'offres à ce concept-là, qui n'associent pas forcément le TSS à nous, ce qu'on peut entendre derrière TSS. Donc probablement une nécessité de remettre en perspective la richesse de l'offre. Toujours sur le volet qualitatif, ce qu'on a pu voir, c'est que c'est un univers d'évocation qui est assez confus et aussi assez pluriel. Donc ça leur évoque un tourisme plus respectueux de l'environnement, avec des séjours plus écologiques, avec l'idée de se reconnecter à la nature. C'est aussi un séjour plus équitable, permettant à la fois de voyager en fonction de ses revenus, mais aussi permettant d'apporter son soutien économique, ou pas que, aux populations locales, et un touriste plus humaniste, et le fait que, dans tous les cas, c'est quelque chose qui est très bien, personne ne peut contester le fait que ce type de tourisme est très bien. Donc ce concept, il est souvent associé aux vacances pour tous, mais pas forcément aux vacances qu'on va projeter pour soi. Vacances qui est vertueux, mais ils ne se sentent pas forcément les principaux bénéficiaires de ce tourisme-là. C'est bien pour les autres, mais pas forcément pour moi. C'est ce qu'ils ont pu citer au cours des entretiens qu'on a pu faire avec eux. Donc ça, c'est sur la partie qualitative, et donc on a testé de la même manière ce concept sur un volume plus important de personnes, sur le volet quantitatif. En questions ouvertes. Et donc là, ce qui ressort en premier, c'est une méconnaissance de ce concept-là. On ne sait pas ce que ça leur évoque. Ils ne savent pas mettre des mots derrière ce concept-là. Pour ceux qui y arrivent, ils disent que ce sont des vacances pour tous, des vacances avec des bénéfices pour les locaux, ou pour les territoires ou pour les personnes. C'est des vacances qui associent le partage, l'aide, le respect des personnes, de l'environnement, et des vacances qu'on va pouvoir réaliser biais d'associations. De la même manière, on a listé ce que pouvaient, on leur a listé les propositions qui pouvaient correspondre au tourisme social et solidaire. Et là, ici, ce qui ressort, ce sont des vacances pour aller à la rencontre des locaux, apporter son soutien à des projets et des populations locaux, privilégier les produits locaux et circuits courts, réaliser des vacances autour du partage, de la convivialité, respecter l'environnement naturel. Donc, ce qu'on observe, c'est que malgré le fait qu'il y ait une méconnaissance élevée du concept, l'image qu'on peut se faire de manière spontanée ou assistée est plutôt proche, et que l'image est plutôt positive de ce type de séjour. Les arguments qui les inciteraient à réaliser davantage de vacances sociales et solidaires, en premier, c'est vivre des vacances conviviales. C'est ne pas subir la promiscuité, le collectif en permanence, ne pas perdre en confort, ne s'affliger aucune contrainte, vivre une expérience marquante, le fait de le faire sans s'en rendre compte aussi, ou encore partager les valeurs portées.
Donc ici, de la même manière que pour le tourisme responsable, on ressent le besoin de réassurance, mais aussi de davantage mettre en avant le plaisir, le confort et aussi la recherche d'expérience. Donc comme ça a été évoqué en introduction, on leur a demandé aussi de nous dire s'ils avaient réalisé des séjours collectifs par le passé. Et donc, on a 74% des Français qui ont déjà réalisé au moins un séjour collectif. Le premier qui est cité, c'est le séjour en colonie de vacances ou mini-camp, camp de scoutisme, séjour linguistique, sportif ou musical. Ensuite, on a les classes découvertes, les séjours en village vacances, les séjours réalisés avec le CE ou les séjours en auberge de jeunesse. On leur a demandé aussi pour leurs enfants, est-ce que leurs enfants pratiquaient ce type de séjour? Et donc, il y en a 59% des enfants qui ont réalisé au moins un séjour collectif, avec en premier la classe découverte, hein, ça a été évoqué dans l'introduction, mais aussi des colonies de vacances, séjours sportifs, linguistiques, mini-camps et dans une moindre mesure, camps de scoutisme et séjours musical. Alors, qu'est-ce qu'ils attendaient de ces séjours collectifs? En premier lieu, c'est le fait que leur enfant s'amuse, qu'ils voyagent, qu'ils découvrent d'autres endroits, d'autres régions, qu'ils apprennent à vivre avec d'autres enfants, des séjours qui proposaient une diversité d'activités, que leurs enfants apprennent à se débrouiller sans les parents, qu'ils se fassent de nouveaux amis, etc. Donc là, ce qui est mis, les thématiques hein, qui sont mises en avant, qui sont recherchées sur ce type de séjour, c'est le plaisir, c'est la découverte et c'est le partage en priorité. Et j'ai fait le travail selon le type de séjour que leur enfant a pu réaliser et on est sur les mêmes attentes globalement, hein, selon le type de séjour collectif qu'ils ont pu réaliser. Alors pour ceux qui ne souhaitent pas, n'ont pas fait partir leur enfant en séjour collectif, pour quelles raisons est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? La première raison qui est évoquée, c'est le fait que les structures n'étaient pas adaptées à l'âge de leur enfant. C'est le fait aussi qu'ils préfèrent que leur enfant parte en vacances avec des personnes de leur famille. Le fait que leur enfant ne souhaite pas partir dans ce type de séjour ou qu'ils ne s'intéressent pas à ces séjours ou qu'ils n'avaient pas les moyens financiers pour partir sur ce type de séjour. Toutefois, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y en a quand même 44% qui envisagent de faire partir leur enfant sur ce type de séjour et c'est d'autant plus le cas auprès des jeunes enfants et des familles catégorie socio-professionnelle plus. Donc, on peut penser qu'on a quand même une belle marge de progression, un bel avenir pour ce type de séjour. Et les raisons on leur a demandé aussi, donc le fait qu'ils ne partent pas en vacances collectives, quelles sont les raisons qui les inciteraient à inscrire leurs enfants? Donc ça, on était sur une question ouverte. Donc pour beaucoup, ils ne savent pas ce qui pourrait les inciter. Pour les autres, ils souhaitent, faire que leur enfant fasse des découvertes. Le fait qu'ils vivent en collectivité, qu'ils gagnent en indépendance, en ouverture d'esprit. Si leur enfant en fait la demande, ils pourraient envisager de les inscrire pour faire des rencontres, vivre une expérience, se faire des souvenirs, etc. Alors, il y a un autre volet qui a, étu- qui a été étudié sur le tourisme social et solidaire dans la partie qualitative. Il y a des entretiens qui ont été faits auprès de quelques prescripteurs. Et donc, on a essayé de ressortir les éléments les plus importants. Et donc, ce qui ressort, c'est que les offres semblent moins correspondre aux attentes des vacanciers, notamment sur la convivialité. Donc, c'est une dynamique de groupe qui est bien recherchée, mais à des moments choisis. L'idée aussi de partager des logements collectifs, c'est quelque chose qui peut être un frein. On a peur de manquer, enfin les vacanciers hein, ont peur de manquer de tranquillité, d'intimité ou de confort. Et puis aussi le fait d'avoir l'impression de manquer de flexibilité au cours de leur séjour. Aussi, l'offre TSS semble être largement concurrencée par les offres d'entreprises privées. Des offres similaires sont proposées entre les acteurs du TSS et des entreprises privées, ce qui
ce qui implique une confusion de la part, enfin pour les vacanciers, qui les empêche de dissocier les deux modèles qui peuvent exister. C'est aussi des offres TSS qui ont un rapport qualité-prix donc relatif, avec des politiques sociales et de vacances qui sont moins généreuses au sein des entreprises, avec une tendance à favoriser les offres privées pour certaines vacanciers ou bien entreprises. Et en comparaison avec d'autres offres privées, ce sont des offres qui sont parfois, même souvent, jugées bas de gamme. Pourtant, la mission initiale du TSS est vraiment en phase avec les nouvelles aspirations des vacanciers qu'on a pu voir au-dessus, avec la recherche d'authenticité, de bien-être, de nature, de rencontres. Et donc peut-être qu'il y a une nécessité de mettre en avant ces valeurs-là, qui sont bien en adéquation avec les valeurs des vacanciers, plutôt que de mettre en avant le modèle économique. Et donc, comment le faire, hein, comment mettre en avant ces valeurs? Donc, c'est montrer les valeurs incarnées par le TSS. C'est peut-être aussi montrer davantage d'offres plus modernes avec un certain confort. Mettre en avant aussi le côté expérience immersive et puis montrer aussi toute la gamme des offres que peuvent recouvrir le TSS et pas uniquement que des hébergements collectifs. Voilà pour ce qui était sur la partie tourisme social et solidaire. Je vais terminer avec quelques questions qu'on leur a posées sur les vacances idéales. Quelles sont pour eux leurs vacances idéales? Alors, on leur a demandé quand même de prendre en compte les contraintes qu'ils avaient actuellement, puisqu'on ne voulait pas avoir que des séjours aux Maldives, pour voir ce que nous, on pouvait leur apporter aussi en France, hein. Donc les séjours, les vacances idéales pour eux, c'est davantage de séjours à l'étranger qu'actuellement. On veut, pour cent d'entre eux, c'est forcément un séjour à l'étranger. C'est aussi plus de mer, plus de montagne qu'actuellement, un petit peu plus de campagne, par contre un petit peu moins de ville. C'est aussi des séjours qu'on souhaite, conviviaux, en couple, en famille, mais aussi un peu plus entre amis que ce qu'ils peuvent faire, actuellement. C'est, des séjours qui sont donc là, c'est sûrement idéaliste, mais c'était la question en même temps, hein. Donc c'est 19 jours en moyenne pour leur prochain séjour. Plutôt la recherche d'éviter les périodes scolaires avec juin et septembre qui sont plébiscitées. Plutôt aussi les périodes estivales, hein, mai et septembre plébiscités. Et puis, comme je vous le disais, des séjours plus longs. Les modes de transport, donc plus d'avions que ce qu'ils peuvent faire actuellement, donc ça va aussi avec le fait qu'ils recherchent davantage de séjours à l'étranger. Plus de trains, plus de transports collectifs, plus de vélos et de marche, au détriment forcément de la voiture. Sur les hébergements, c'est moins d'hôtels que ce qu'ils peuvent faire actuellement et plus de location de gîtes. Et pour les thématiques qu'ils recherchent, ici, c'est avant tout le dépaysement, la déconnexion, découverte et enrichissement, détente, relaxation, confort et bien-être. Donc davantage de toutes ces thématiques-là et dans une moindre mesure, les autres thématiques qu'on a pu voir précédemment. Et on leur a demandé de manière, sur une question ouverte, de manière totalement ouverte, quels sont les éléments qui rendraient pour rendre vos vacances exceptionnelles. Donc ici, je vous ai listé un certain nombre de verbatims qu'ils ont pu nous renseigner. Donc avec des vacances entourées de ma famille, découvrir une nouvelle destination, du beau temps, du bon temps et la santé, découvrir le patrimoine bâti et naturel, etc. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il semble quand même que les attentes pour rendre leurs vacances exceptionnelles restent des attentes qui sont simples, qui sont atteignables et qui sont aussi à la portée de notre destination, la France. Voilà, donc ce qu'on peut retenir de cette étude-là, les principaux enseignements, même s'il y en a forcément beaucoup, c'est qu'on est sur des vacanciers qui sont pluriels, avec des envies de séjour mémorables même en France.
Une crise sanitaire qui a impacté les besoins et qui a mis en avant davantage la recherche de retour à la nature, à la simplicité, à l'essentiel, au bien-être. Prendre son temps, se reposer, se ressourcer, être au calme, séjourner dans un endroit reposant. C'est aussi des tendances pour donner de la valeur et du sens à son séjour. Que leur séjour s'inscrive dans leur histoire de vie avec le plaisir du temps long, prendre son temps, donner du sens à mes vacances, davantage de convivialité, de quête d'expérience, de tourisme responsable. Et enfin, sur le volet tourisme responsable et tourisme social et solidaire, c'est aussi mettre davantage en avant les sources de plaisir de ce type de tourisme, plus que pour lever aussi les contraintes et les freins que peuvent avoir les Français pour passer à l'acte sur ce type de vacances. J'ai fait le tour de la présentation. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Merci beaucoup Solène pour cette présentation à la fois très complète, mais comme vous le disiez, dans l'étude qui sera mise à disposition dans le courant de la semaine prochaine, on va envoyer, puis il y aura, après la présentation du 1er février à d'autres partenaires, on va pouvoir vraiment la diffuser. Vous verrez que cette enquête est encore plus large et encore plus dense, que vous pourrez aller ensuite dans beaucoup plus de détails, parce que comme le disait Solène, pour chacun des points, c'est creusé encore plus. Donc, vraiment une enquête d'une très grande densité, extrêmement variée sur des sujets très, très divers, avec du coup une vision qui me semble très complète, qui peut amener un certain nombre d'interrogations sur la question du tourisme social et solidaire, notre approche, et l'UNAT essaiera au cours de l'année de pouvoir y répondre aussi au travers d'un certain nombre de temps d'échanges, de discussions, et notamment des rendez-vous de l'UNAT qui auront lieu à l'automne de l'année de 2022, où on va pouvoir creuser la réflexion collective, notamment sur la base de cette enquête. Mais encore une fois, merci là, pour la présentation très complète, très claire et très dense. Mais quand vous verrez, quand on vous enverra l'enquête, vous pouvez aller encore plus loin. Et donc, n'hésitez pas à la fois à la diffuser à vos équipes pour que chacun puisse aller creuser, puiser dans toutes les facettes de l'enquête. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez, peut-être pas pour qu'on rentre en débat sur tel ou tel point, mais plutôt si vous souhaitez des précisions. Voilà. En tout cas, merci. On est plus de 65 connectés et tout du long, donc ça montre aussi l'intérêt du réseau pour ce travail-là. L'idée, évidemment, c'est de pouvoir, on l'a dit au début, mais ça va être un travail qu'on va faire avec ADN, les CRT, le CRT Bretagne et les UNAT en région, c'est de voir parmi toutes ces questions, quand on aura digéré, parce qu'il y a une vraie densité à digérer, quelles sont celles que collectivement on veut creuser l'année prochaine, et donc où on veut aller un tout petit peu plus loin sur tel ou tel item. Peut-être une précision, Solène, quand vous avez parlé des prescripteurs, qui ont été interrogés dans le volet qualitatif, puisqu'il y a eu deux volets. Un premier volet qualitatif où on a interrogé plutôt des prescripteurs du départ en vacances, et puis ensuite un volet quantitatif. Concernant le TSS, quels étaient les prescripteurs qui ont été interrogés? On était plutôt sur des CE, me semble-t-il. Hein. Oui, c'était principalement des comités d'entreprise. Il y avait aussi l'UCPA et une association ADAPI aussi. Okay. Sujet du handicap qui pourra aussi être interrogé peut-être différemment, mais qu'il faudra peut-être creuser également. Et puis oui, exactement. Hein, il faut prendre le temps de digérer toutes ces informations. Et puis on verra aussi dans le volet 3, à la fin de l'année, comment vont évoluer, nous, les tendances qu'on a pu observer maintenant. Et puis, comment approfondir aussi certains autres concepts. Alors, je vois une question de Dominique Rabé, que évidemment tout le monde connaît dans notre réseau, qui est membre d'honneur de l'UNAT par ailleurs,
il semble que le collectif soit en chute libre. De ce que je comprends de l'étude, le collectif est peut-être pas en chute libre. Ce qui, par contre, est un repoussoir, c'est le fait qu'il y ait une forme de sociabilité qui sont imposées dans les cadres de vacances. C'est plutôt ça, c'est-à-dire que le collectif ne fait pas forcément peur, mais par contre, ce qu'on ne souhaite plus, c'est la sociabilité imposée. Alors, ça peut être une idée à déconstruire et qui est déjà même déconstruite par l'offre du réseau du TSS, mais il faut peut-être aller encore plus loin dans le travail sur l'offre. Moi, je ne perçois pas que le collectif soit en chute libre. Par contre, ce qui semble un frein, c'est plutôt l'idée d'avoir à un moment donné des temps, une convivialité, une sociabilité qui puisse être imposée dans les séjours. Solène, quelle est votre appréciation sur ce point? C'est exactement ce que j'aurais dit aussi, hein. C'est pas forcément en chute libre, mais c'est plus avoir le choix de le faire quand on veut. On ne veut pas que ce soit imposé tout au long de notre séjour. C'est ce que je ressens dans ce qui a été dit. Subi et non choisi. C'est le collectif subi et non choisi. Oui, c'est ça, ce qu'on ne souhaite pas. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? On a conscience que c'est vraiment beaucoup d'informations d'un coup, qu'il faudra aussi se plonger sur les suites de plus précisément. Donc, je comprends qu'il n'y ait pas une masse de questions immédiatement au regard de la densité d'informations que vous avez reçues en 45 minutes d'un coup. Évidemment, les UR pourront